Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la santé, votre magazine où chaque semaine, médecins et spécialistes décryptent votre santé. Une personne est victime d'une attaque cérébrale toutes les 5 secondes dans le monde, on l'appelle AVC. Pour accident vasculaire cérébral, il s'agit en fait d'un arrêt de la circulation du sang dans le cerveau, arrêt qui peut avoir des conséquences graves. C'est une des principales causes de mortalité en France et première cause d'handicap chez l'adulte. Mais qui sont les personnes touchées et comment on peut expliquer la survenue de cet accident? En quoi consiste la prise en charge du malade? Nos spécialistes vous répondent dans cette émission. Professeur Pelletier, bonjour. Vous dirigez le service de neurologie de l'hôpital de la Timone à Marseille, service dans lequel travaille aussi le docteur Loïc Milandre. Bonjour. Vous êtes neurologue. Bonjour, bienvenue. Alors pour commencer, il y a 2 causes d'AVC. La cause un petit peu principale, c'est un caillot qui bloque une artère dans le cerveau, c'est ça? Oui, on distingue effectivement plusieurs types d'accidents vasculaires cérébraux. On va mettre de côté les 15% d'hémorragie cérébrale. Donc ça, ce sont des saignements, donc des ruptures de vaisseaux. On compte également 5% d'hémorragie méningée, qui sont des ruptures d'anévrisme et qui concernent surtout la neurochirurgie. Et puis la masse des accidents vasculaires cérébraux, ce sont des accidents qui sont dus à un déficit circulatoire, parce qu'une artère se bouche, un caillot s'est formé ou est venu boucher l'artère, et c'est ce qu'on appelle aussi des accidents ischémiques. Alors il y a des degrés différents, mais ça aboutit souvent malheureusement à des dégâts cérébraux définitifs qu'on appelle l'infarctus cérébral, au même titre qu'il y a un infarctus du myocarde. Alors quels sont les symptômes de l'AVC? On parle souvent d'une sensation de paralysie. Alors la paralysie, c'est probablement le plus connu, c'est-à-dire une gêne à la motricité pour bouger la main ou bouger le bras, bouger la jambe par exemple. Mais il y a d'autres symptômes qui peuvent être des symptômes d'alerte, des troubles visuels qui apparaissent en général très brutalement, et des troubles de la sensibilité, une main un petit peu malhabile, ou des troubles de la parole, une gêne pour s'exprimer. La particularité de ces troubles dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral, c'est que ce sont en général quasiment toujours des troubles qui apparaissent brutalement, d'une minute à l'autre ou en quelques minutes. Et du coup, dans ces cas-là, alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Le réflexe, il faut aller très vite. Alors il faut aller très vite parce que maintenant on dispose de traitements qui peuvent être appliqués chez certains patients très rapidement et qu'on a mis en place, c'est une volonté ministérielle depuis plusieurs années, une organisation de la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral en France qui est destinée à gagner du temps et à explorer et traiter très rapidement les patients. Sauver, essayer de limiter les séquelles. Voilà, donc ce traitement principal dont on aura reparlé, qui s'appelle la thrombolyse, permet de réduire très significativement la mortalité, mais aussi le degré de handicap. En tout cas, ça augmente la chance pour les patients de récupérer une autonomie complète. Alors du coup, dans le cas de ces symptômes dont on a parlé, l'idée c'est donc qu'on appelle le 15 pour déclencher tout de suite une alerte. Immédiatement, appelez le 15, le régulateur du SAMU va permettre de mettre en contact la famille, le patient si c'est possible, un intervenant extérieur, par exemple un pompier, avec le centre qui gère les urgences neurovasculaires, c'est-à-dire l'unité neurovasculaire, en l'occurrence de l'hôpital de la Timone, et qui va permettre d'évaluer rapidement la situation, de transporter le plus rapidement possible le patient par l'intermédiaire du SAMU, parfois par l'intermédiaire d'hélicoptères pour que ça aille plus vite, pour que cette personne arrive dans les meilleurs délais, parce que le temps est compté, à la fois pour le cerveau, chaque minute perdue, ce sont des cellules perdues, et à la fois aussi pour l'intervention éventuelle concernant le traitement qu'on appelle la thrombolyse, qui est lié à des règles très strictes en termes de temps. Alors justement, avant de continuer, je vous propose de regarder ce reportage. Nous avons suivi un patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral. C'était mardi matin à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et il a fallu faire vite car le malade venait du département du Vaucluse. Toutes les équipes se sont mobilisées, regardez. Avec l'hémiplégie droite, membre supérieur, membre inférieur. C'est un hélicoptère qui vient d'amener ce patient à l'hôpital. Quand il s'est réveillé, une partie de son corps était paralysée. Depuis Valréas, sa femme a composé le 15 pour avertir le SAMU. Soupçonné d'avoir un accident vasculaire cérébral, il va être hospitalisé le plus vite possible. Le plus important pour commencer, c'est dès le moment de la survenue de l'accident ou du déficit, c'est-à-dire que la famille ou l'entourage préviennent le plus vite possible le SAMU pour qu'il y ait un délai de rapidité, un délai d'arrivée sur la Timone qui soit le plus rapide possible après le début des symptômes. Et nous, on continue cette prise en charge qui doit être très rapide. Immédiate, cette prise en charge permet de confirmer le diagnostic et de débuter très vite le traitement qui permettra de diminuer les lésions cérébrales et donc le risque de décès et de séquelles liées à cette pathologie grave.
quand il s'agit d'un AVC ischémique peu étendu et lorsqu'il n'y a pas de contre-indication, le patient est thrombolysé. Thrombolysé, c'est l'injection d'un produit thrombolytique, c'est-à-dire qu'il va essayer de dissoudre le caillot le plus rapidement possible. C'est une injection intraveineuse. Le choix de la thrombolyse ne peut se faire qu'après avoir réalisé toute une série d'examens. D'abord une prise de sang, puis un électrocardiogramme. Le patient passe ensuite une IRM. Pendant que le patient est dans l'IRM, on a amené les tubes sanguins au laboratoire rapidement. On a déjà les premiers résultats de la prise de sang. Donc quand le patient sera sorti de l'IRM, on aura déjà son hémogramme, sa biochimie, qui peut déjà nous montrer s'il y a des contre-indications à la thrombolyse. Parce qu'on peut avoir des troubles de la coagulation qui contre-indiqueront la thrombolyse. Pour ce malade, le délai entre le début des symptômes et les premiers soins à l'hôpital excède 4h30. La thrombolyse ne pourra pas être réalisée, sous peine de le mettre encore plus en danger. Une partie de votre cerveau qui n'a pas été oxygénée. Vous comprenez ? Ouais. Là, on va aller faire un scanner en plus pour regarder les vaisseaux. On le place alors en soins intensifs dans le service de neurologie vasculaire où son état sera constamment surveillé. Le service reçoit en moyenne 700 malades chaque année. Parmi eux, 150 bénéficient d'une thrombolyse. C'est le traitement qui nous apporte le plus de résultats, on va dire, au niveau des AVC ischémiques. On voit de suite une évolution, que le patient peut recommencer à bouger le bras, la jambe, au niveau de la parole. C'est quelque chose, c'est assez extraordinaire. Un patient, il arrive hémiplégique et si on arrive à le thrombolyser et que ça fonctionne, le patient, on repart sur ses jambes, quoi. C'est quand même assez... C'est assez fabuleux, quoi. Pendant ce temps, un autre patient va arriver en urgence. Parmi les survivants à un accident vasculaire cérébral, 3/4 des patients gardent des séquelles. Grâce à des centres de rééducation, ils peuvent réapprendre à se déplacer et à parler. Les AVC ne touchent pas que les personnes âgées. 1/4 des personnes concernées ont moins de 65 ans. Alors ce chiffre-là dont on vient de parler est assez étonnant. 1/4 des personnes touchées ont moins de 65 ans. Qui est touché aujourd'hui par l'AVC ? Il y a aussi des personnes jeunes finalement ? Alors il y a effectivement la grande masse des accidents vasculaires cérébraux concerne des sujets donc, de plus de 65 ans. En sachant que cette proportion est d'autant plus importante qu'il y a une grande longévité, l'espérance de vie augmente dans nos pays, donc on voit plus d'accidents vasculaires cérébraux de ce fait, mais ça touche également une fraction des sujets plus jeunes, y compris des sujets très jeunes, avec des causes qui leur sont particulières, entre autres des causes toxiques, par exemple, qu'on voit régulièrement dans nos services. Justement, un petit peu, c'était la question que j'allais aborder. Comment on peut l'expliquer, cet accident vasculaire cérébral ? Est-ce qu'il y a des causes vraiment connues ? Alors, il y a un certain nombre de causes qui sont authentifiées. Par exemple, chez le sujet jeune, de plus en plus souvent des causes toxiques liées à la manipulation de certaines drogues qui deviennent de plus en plus fréquentes et qui agissent sur les artères et qui sont responsables de thromboses, c'est-à-dire d'artères qui se bouchent. Donc fumer du cannabis, par exemple, peut favoriser le ça ? cannabis en partie. D'autres drogues plus dures, comme la cocaïne ou l'héroïne, sont manifestement des drogues qui peuvent, sur certains terrains prédisposés, entraîner des accidents vasculaires cérébraux chez les sujets très jeunes. La grande masse des accidents vasculaires cérébraux sont liés à des facteurs de risque vasculaires. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'ils touchent de plus en plus fréquemment le sujet âgé. Le premier d'entre eux, c'est l'hypertension artérielle. Ensuite vont s'associer d'autres facteurs comme la dyslipidémie, c'est-à-dire l'hypercholestérolémie, le tabagisme, le diabète. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas un facteur de risque associé à un autre, c'est un facteur de risque multiplié par les autres. Avoir 2 facteurs de risque, ce n'est pas 1 plus 1, c'est multiplié par 20 ou par 30. Donc un des éléments qui va être indispensable dans la prise en charge de l'accident vasculaire va être d'agir sur les facteurs de risque en partie responsables, mais l'élément le plus important, ce sera la prévention, c'est-à-dire faire en sorte que les facteurs de risque soient dépistés, qu'on puisse les traiter et que l'accident vasculaire n'intervienne pas ou puisse être repoussé. Mais il n'y a pas de cause héréditaire justement dans cette pathologie-là Les causes héréditaires sont finalement très rares et ce qui est héréditaire sont plus les facteurs de risque comme l'hypertension, comme le diabète ou certaines hypercholestérolémies. Ça sont des facteurs héréditaires. Mais des maladies des artères des artères cérébrales qui vont être à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux, qui soient familiales, qui soient génétiques, ça existe, mais c'est très rare finalement. Et à qui est réservé ce traitement dont on a parlé tout à l'heure, la thrombolyse ? Donc c'est dans quel cas on l'administre ? Alors, on va appliquer le traitement thrombolytique avec des critères qui sont assez restrictifs quand même finalement. Le premier critère, c'est le délai, c'est-à-dire que le traitement
entraîne un bénéfice jusqu'à 4h30 au maximum après le début des symptômes. Pourquoi après, il n'y a plus d'effet? Après, il y a beaucoup moins de bénéfices parce qu'en général, les lésions se sont constituées, donc il y a moins de réversibilité. Et au plus on va dans le temps, au plus il y a de risques à faire saigner le cerveau. Ce sont des médicaments qui agissent sur la coagulation, sur l'hémostase. Et donc, il y a d'un côté le bénéfice qu'on peut attendre de déboucher le vaisseau, mais il y a aussi des risques liés au phénomène hémorragique. Donc, on considère actuellement que grosso modo, il faut intervenir dans les 4h30. Deuxième chose, il faut que les dégâts cérébraux ne soient pas trop étendus, et ça c'est l'IRM qui va nous le dire. Et puis il faut avoir éliminé d'autres processus, parce que quand on dit accident vasculaire cérébral, on dit aussi éventuellement hémorragie cérébrale. Donc l'IRM permet de faire le tri entre toutes ces hypothèses diagnostiques, et quand on retient donc, le diagnostic d'accident ischémique, c'est-à-dire un vaisseau qui est bouché et qui entraîne un défaut circulatoire, on est en droit de proposer la thrombolyse, et encore dans certaines conditions liées à l'état général du patient, puis à l'état cérébral, c'est-à-dire l'étendue des lésions. Si c'est des lésions trop étendues, là aussi on va prendre des risques pour un faible bénéfice. Mais justement, elle apporte cette thrombolyse à des effets qui sont assez intéressants. Là, on en parlait dans le reportage. Quels sont-ils ces effets? L'effet attendu théorique, c'est de déboucher l'artère le plus vite possible. Si on intervient très tôt, l'accident va être restreint. Et donc, en libérant le flux sanguin à l'intérieur de cette artère, on va recanaliser l'artère et le fonctionnement sera de nouveau, si on peut dire, dans les limites de la normale. Il faut agir très vite parce que plus on attendra, plus le temps passera, plus le cerveau va souffrir et moins la reperméabilisation de l'artère sera efficace pour essayer de faire en sorte que le cerveau reprenne ses fonctions. Et ce qu'on en attend, c'est une récupération complète, c'est-à-dire des patients qui sont parfois extrêmement handicapés en phase aiguë de leur accident, avec une perte de la motricité de l'ensemble de la jambe et du bras, et qui, quelques heures après, vont récupérer intégralement cette motricité, et quelques jours plus tard et quelques semaines plus tard, vont pouvoir reprendre une vie tout à fait normale. Alors justement, nous avons rencontré à l'hôpital de la Timone une patiente qui a eu une thrombolyse et qui aujourd'hui va beaucoup mieux, elle se dit même miraculée. Encore sous le choc, elle raconte son histoire, regardez. Je me lève pour donner l'argent du resto à mon fils et puis je sens plus mes jambes, plus mes bras. Donc je m'assois et puis j'essaie de parler et puis là c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que vous n'arrivez plus à parler. C'est pas des sons comme quand vous parlez normalement, c'est des trucs, ça sort tout au fond de vous parce que vous avez peur parce que je savais ce que j'étais en train de faire parce que j'en ai eu déjà. Donc c'est cette peur-là, avec mon fils devant moi, qui était encore là, lui. Mon fils réagit très bien. Appelle de suite les pompiers. Et il explique, il dit, maman, elle fait un AVC, elle en a déjà eu. Donc, puis après, je bavais. Alors il dit, elle bave. Il dit, vous prenez votre maman par derrière, vous l'allongez, vous la mettez sur le sol, la tête penchée. Et les pompiers, en minutes, on ne peut pas dire, mais les pompiers sont venus très vite. On n'est plus dans le temps quand ça nous arrive. Mais il y a cette peur de se voir qu'on ne peut plus bouger son bras, plus bouger sa main. La moitié du visage qui est paralysée, c'est horrible. Je m'en sors bien parce que mon bras est revenu, ma jambe est revenue, j'ai plus la paralysie faciale. Donc ça, pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle. Alors, c'est courant, ça, de s'en remettre comme ça, finalement, assez bien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de bien fixer les idées. Chaque fois qu'on traite 10 patients par thrombolyse, on récupère un patient avec une autonomie complète. Donc, c'est un très beau résultat, parce que des traitements qui donnent des bénéfices tels, il y en a assez peu. Donc ça peut être spectaculaire. Malheureusement, tous les patients ne récupèrent pas aussi bien. Mais c'est le principal traitement qui permet d'agir sur l'avenir de nos patients cérébrovasculaires, à côté de toutes les autres méthodes de prise en charge. C'est-à-dire que le fait d'être pris en charge dans une unité neurovasculaire, comme la région PACA en dispose de quelques-unes, déjà cette prise en charge spécifique, indépendamment de la thrombolyse, permet de gagner aussi en mortalité et en dépendance. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on arrive comme ça assez bien, dans certains cas, à traiter les patients? C'est ce temps. À Marseille, il y a une spécificité, c'est que le patient va tout de suite subir un examen particulier en arrivant. Voilà. C'est ça? Alors, les deux spécificités marseillaises, c'est probablement le premier
comme dans d'autres centres, d'être pris en charge intégralement rapidement par le SAMU. Et le second, c'est d'arriver en direct dans l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, une sorte de super scanner qui permet d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, de l'importance de l'accident, de vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie, et qui permet donc d'avoir une photographie immédiate de ce qui se passe au niveau de cet accident vasculaire cérébral. Ça, c'est une spécificité marseillaise parce que dans la majorité des autres centres, les patients arrivent au scanner et pas à l'IRM. Donc un gain indéniable en termes de sensibilité pour repérer l'accident vasculaire. La deuxième particularité qui est un petit peu locale, c'est que l'unité de neurovasculaire qui est en charge de la prise en charge de ces patients est une unité qui fonctionne avec une garde permanente 24 heures sur 24 d'un médecin. Donc le patient, s'il a un problème, il est censé... Il est pris en charge directement. Cette unité, cet accès à l'IRM, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le SAMU en collaboration, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le patient doit arriver dans les conditions qui permettent d'envisager la thrombolyse. Alors pour les patients qui n'ont pas, justement, qui ne peuvent pas avoir de thrombolyse, comment ça se passe? Ils restent hospitalisés un petit moment dans le service, combien de temps à peu près? Alors, là aussi, il faut fixer les idées. On parle beaucoup de la thrombolyse, mais il faut imaginer que globalement, 10 à 15% des patients, dans le meilleur des cas, peuvent bénéficier d'une thrombolyse à raison de toutes les contraintes qu'il y a. La première étant de prévenir rapidement les secours. Donc il faut s'occuper des 85% de patients restants. Et ces patients-là, comme je l'ai dit, ils vont tirer bénéfice d'une prise en charge spécialisée. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'être pris en charge quand on a fait un accident vasculaire cérébral dans un service de neurologie et à plus forte raison dans une unité non vasculaire et d'être pris en charge dans un service de médecine vis-à-vis desquels nos collègues on a beaucoup de respect. Mais on perd, il y a des soins spécifiques, il y a des choses qui sont codifiées, il y a des équipes qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients. Et tout ça fait qu'on va gagner déjà, indépendamment même de la thrombolyse, comme je l'ai dit, on va gagner en termes de mortalité et puis de dépendance. D'accord ? Donc les patients, c'est difficile parce que nous, la réception des patients est un peu biaisé en quelque sorte par le fait qu'on reçoit beaucoup de patients pour la thrombolyse parce qu'on est un centre expert, mais donc les patients restent environ 8 à 10 jours en moyenne, hein, mais parfois beaucoup moins, et tout dépend bien sûr de la gravité. Mais donc ils vont pendant ces 8 à 10 jours être pris en charge à la fois sur le plan thérapeutique et pour faire le bilan de l'accident, en déterminer les causes et ajuster les traitements voilà, qui vont permettre aux patients d'une part de récupérer le mieux possible et d'autre part d'éviter un nouvel accident vasculaire cérébral. Alors on estime que 60% des victimes d'AVC gardent des séquelles. Quelles sont justement les séquelles les plus courantes? On en a déjà un petit peu parlé. Donc c'est une perte de mobilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être une perte de mobilité qui gêne à la marche, ça peut être une perte de la parole qui gêne dans les échanges, ça peut être aussi des troubles au niveau de la sensibilité. Je crois qu'il ne faut pas oublier deux chiffres qui sont très importants. L'accident vasculaire cérébral, c'est 150 000 nouveaux cas par an sur le territoire français. Et c'est 500 000 personnes qui présentent des séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui vivent avec ces séquelles sur le territoire national. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des traitements très efficaces qu'il faut faire très rapidement, mais il y a encore une majorité de malades qui, malheureusement, vont garder des séquelles importantes. Et la prise en charge à distance des unités spécialisées neurovasculaires, extrêmement importante. Ce sont des prises en charge en centre de rééducation pour permettre aux patients de récupérer son autonomie, sa mobilité, sa parole. On peut récupérer justement sa parole comme ça après un accident vasculaire cérébral? Alors, tous les patients s'améliorent. Il y a toujours une amélioration chez un patient qui, fort heureusement, ne décède pas de l'accident vasculaire, mais le degré de récupération est variable. Il est variable en fonction de l'étendue des lésions, de leur localisation, parfois de l'état du patient lui-même, mais il y aura toujours des progrès. Le but de la prise en charge rééducative, c'est qu'il récupère le mieux possible. Et on peut récupérer totalement en quelques minutes, on peut récupérer totalement en quelques jours, quelques heures, et parfois il faut plusieurs mois. Mais malheureusement, tous les patients ne vont pas récupérer totalement. Ça va dépendre effectivement de la zone qui est lésée. Des dégâts cérébraux.
En ce qui concerne la rééducation, qui intervient dans le processus? Justement, on imagine des orthophonistes pour la parole. Qui d'autre peut... Bien sûr, la rééducation peut se faire d'abord dans un premier temps centre de rééducation, si le déficit est important dans les suites de la prise en charge à l'unité neurovasculaire. Il y a des centres spécialisés dans le domaine dans notre région qui sont à même de prendre en charge ces patients, où vont intervenir de façon pluridisciplinaire des médecins de rééducation fonctionnelle, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychologues, des ergothérapeutes qui vont permettre d'activer la récupération et d'essayer de faire en sorte que le patient pourra sortir de cette structure avec la meilleure autonomie. Et ensuite, il y a très souvent une prise en charge à distance du centre de rééducation qui se poursuit à domicile ou qui peut se poursuivre dans d'autres structures moins spécialisées, toujours avec l'association d'un médecin, d'un kinésithérapeute, d'une orthophoniste, d'une psychologue. Il faut comprendre aussi que chez les sujets âgés, l'accident vasculaire, c'est souvent la cassure dans l'autonomie. La descente un sujet âgé de 80 ans qui vit seul à la maison, qui est complètement autonome avec un petit nombre d'aides, un peu séparé de sa famille. Le handicap lié à l'accident vasculaire, c'est, si on peut dire, la porte d'entrée dans une structure spécialisée, maison de retraite, centre médical. Parce que l'autonomie n'est plus suffisante pour être à domicile et la famille étant pas toujours aussi présente, on va être obligé de s'orienter vers une structure d'accueil de façon malheureusement définitive. Et quand un suivi est possible à domicile, là le patient au niveau des traitements, qu'est-ce qu'il peut prendre par exemple comme est-ce que c'est des choses qui vont fluidifier leur sang? Est-ce que... Les traitements sont là, des choses très très classiques, hein, donc qui sont applicables souvent non seulement aux accidents vasculaires cérébraux, mais aux problèmes coronariens, aux problèmes d'artérite des membres inférieurs, toute la pathologie vasculaire. Hein. Donc ça, la prise en charge à domicile va être surtout assurée par le médecin généraliste, avec ce qui est conseillé, c'est des visites de surveillance auprès du neurologue vasculaire, parce qu'il y a parfois quelques éléments à ajuster. Le cardiologue joue un rôle très important parce que c'est lui qui va suivre les facteurs de risque, il va suivre un petit peu l'état cardiaque ou l'état artériel directement, hein, donc parmi les causes de l'accident vasculaire qu'a pu avoir le patient. Et puis, de temps en temps aussi, c'est important qu'il y ait un suivi, par exemple, par un médecin rééducateur, surtout chez les sujets jeunes, pour évaluer un petit peu le devenir à long terme de ces patients, même s'ils ont fait quelques mois dans un centre d'éducation. Vous l'avez dit tout à l'heure, il existe un taux de récidive. On peut faire 2 AVC, 3 AVC dans sa vie? On peut faire plusieurs accidents vasculaires cérébraux, c'est lié essentiellement à la cause et au contrôle de cette cause-là. Donc il y a différentes maladies qu'on ne va pas guérir. C'est-à-dire quelqu'un qui est hypertendu, on va essayer de le traiter le mieux possible. Un diabétique, c'est pareil. Il y a 20% à peu près des accidents ischémiques cérébraux, des infarctus cérébraux qui sont d'origine cardiaque, ce sont des maladies cardiologiques. Il y a des traitements spécifiques, il faut les suivre parfaitement, il faut qu'il y ait une surveillance également parfois biologique. Donc c'est tout ceci qui va faire qu'on va réduire le taux de récidive. Et d'ailleurs on le voit dans l'évolution épidémiologique des accidents vasculaires, qu'ils soient cardiaques ou cérébraux. On réduit quand même le risque de récidive, tout autant qu'il y a un suivi très régulier des causes et des facteurs de risque. Alors on va vers la fin de l'émission. Une question importante qu'on nous a posée d'ailleurs Caroline par Internet. Est-ce que c'est possible de prévenir un AVC et comment? Donc, on a parlé des causes tout à l'heure, le fait de fumer par exemple. Voilà, la meilleure façon de prévenir, c'est d'éviter les causes qui sont identifiées, ou en tout cas d'agir sur ces causes si elles sont présentes. Équilibrer l'hypertension artérielle, équilibrer le diabète si c'est le cas, l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire les lipides un peu hauts, et puis éviter les autres facteurs de risque qui sont des facteurs, encore une fois, qui ne sont pas additionnés, mais qui sont multipliés entre eux, comme le tabagisme, la prise de toxiques, j'allais dire un peu le stress de la vie de tous les jours, c'est-à-dire recommander d'avoir un peu de repos, recommander l'exercice physique, c'est un élément extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire essayer de dépister les facteurs de risque dont on sait qu'ils peuvent être responsables de certaines maladies comme l'accident vasculaire cérébral. Lorsque ces facteurs sont identifiés, il faut essayer de les réduire au maximum, c'est-à-dire de les traiter ou de les éviter, par exemple le tabagisme. Et puis, lorsque ces facteurs sont identifiés mais responsables d'accidents à répétition, il faut mettre en place un suivi un petit peu plus harmonieux pour qu'on puisse les prendre en charge
Encore une fois, la meilleure des médecines étant la médecine préventive. Bien se nourrir aussi, ça peut forcément aider, donc faire de l'exercice. Oui, y a de plus en plus de travaux sur le bénéfice des règles hygiéno-diététiques dans la pathologie vasculaire, mais également dans d'autres pathologies, même comme la maladie d'Alzheimer. Hein, c'est reconnu maintenant. Juste pour compléter ce qui a été dit, lorsque le patient a déjà fait un accident vasculaire cérébral, bien sûr, on va continuer la prise en charge des facteurs de risque, hein, de la même façon qu'on aurait pu le faire avant l'accident. Mais au-delà de ça, on peut donner. Il y a des traitements quand même. Hein, il y a des traitements. Les plus connus, ce sont des médicaments qui agissent sur les plaquettes du sang. Hein, et le principal, c'est l'aspirine. Mais il y a aussi des traitements anticoagulants. Dans certaines indications, en particulier les maladies cardiologiques, on peut être amené à donner au long cours des traitements anticoagulants par voie orale. Il y a des traitements classiques qu'on appelle les antivitamines K, et puis il y a de nouveaux traitements qui sortent. Donc il y a toujours des progrès un petit peu dans la prise en charge, même si les choses sont bien calées depuis longtemps. Merci en tout cas tous les deux pour votre éclairage. À noter que la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral aura lieu lundi 29 octobre prochain. Donc toutes sortes d'événements vont se passer en France. Merci beaucoup à tous pour nous avoir suivis. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission C'est la santé. À très bientôt.